15 janvier 1989. Pour un pilote de l'aéronavale, chaque nouvelle journée ressemble à celle qui précède, mis à part le fait qu'elle lui rappelle un peu plus combien il est loin de chez lui. Mais aujourd'hui n'est pas une journée ordinaire. À bord du porte-avions John F. Kennedy, la tension est au plus haut. Non parce que l'équipage entame son dernier mois de service, mais parce que le navire croise à moins de 200 km des côtes libyennes. Naviguer dans ce secteur n'enfreint pas les règlements internationaux. Pourtant, pour le colonel Kadhafi, circuler dans les parages constitue une violation intolérable des eaux territoriales qui n'ira pas sans réaction. Ce n'est pas là sa première sommation. Pourtant, lorsque les pilotes des Tomcat quittent le pont d'envol, ils ne savent absolument pas que cette fois-ci, il va réagir. Alors qu'il veille sur une patrouille de routine d'Assis Intruder le long des côtes de la Libye, la WACS de l'escadre repère 2 chasseurs libyens à 110 km au sud. Immédiatement, les Intruders mettent cap au nord et les Tomcat prennent la direction du sud pour affronter l'adversaire. Roger, Ace, take it north. Seven, 61 miles now, bearing 180, Angels 8, heading 330. D'expérience, les commandants d'escadre successifs de la 6e flotte savent que les chasseurs libyens trop curieux s'éclipsent dès qu'ils se trouvent dans le faisceau radar d'un Tomcat. Mais cette fois, ils ne font pas demi-tour. Bogies appear to be coming, jinking to the right now, heading north. Speed 430, Angels 5,000 now into descent. Okay, let's take her down now, we're going down. Okay. Les chasseurs libyens gardent le cap, droit sur les Tomcat. Ceux-ci décident de plonger. En combat aérien, il est préférable d'attaquer l'adversaire par-dessous afin que la surface de l'eau n'interfère pas avec le radar. Miles now, speed 450, Angels 9, I'm going down to 3. Crossing back over. Roger. Roger that, 30-degree offset now. Bogies heading 340, speed 500, let's accelerate. Okay, they look like they're at 9,000 feet now. Roger, bogies have jinked back into us now, let's come starboard 30 degrees the other side. À 11h59, le commandant des opérations aériennes prévient par radio. Alerte jaune, armez les missiles. Ce qui veut dire que l'engagement est imminent. Toute action entreprise en légitime défense est à partir de maintenant autorisée. Roger, Gypsies, pass up, Bravo directs, warning yellow, weapons hold. 35 miles here. Roger that, bogies have jinked back. Les deux adversaires approchent l'un de l'autre à plus de 1600 km/h. Les Tomcat virent à 30 degrés pour éviter les mines. Mais ceux-ci répliquent à chaque changement de direction. Les Tomcat virent à nouveau, et les MiG se positionnent de face. À chaque manœuvre, les chances d'un engagement s'accroissent, de même que le rythme cardiaque des pilotes. Roger that, level off here. Okay, bogies jink back into me for the 4th time. I'm coming back starboard. Come back port now. Port, 27 miles. Bogies at 7,000 feet. Port 5. Watch that, bogies 13550, Angels 16. L'arme de choix des Libyens est le missile Apex. Les équipages de Tomcat savent parfaitement que la portée de l'Apex ne dépasse pas 20 km. Pour eux, cette distance représente le point de non-retour. Inside of 20 miles. Master arm on. See, good light. Good light. Okay, centering up the T. Bogey is jinked back into me again. 16 miles, center the dot.
Say your Angels. I'm at Angels 5, nose up. Oh, his Angels. Oh, wait a minute. Angels are at 9. Alpha Bravo from 207. 13 miles. Fox 1, Fox 1. Oh, Jesus. Beacon right. Roger that. 10 miles, he's back on my nose. Fox 1 again. Watching them up. 6 miles, 6 miles. Tally 2, tally 2. Turning into me. Roger that. 5 miles. 4 miles. Okay, he's got a missile off. Breaking right. Good hit on one. Roger that. Kill, good kill. I've got the other one. Short Fox 2, Short Fox 2. That's Fox 2. Coming hard, stop. So fucking shoot him. I haven't got a tone. Got the second one. I got the second one on the nose right now. Hey, I'm high cover on you. Get a Fox, lock him up. Lock him up. Bam, shoot him, Fox 2. I can't, I don't have a fucking tone. So what? Good kill, good kill. Hey, good kill. Pilot ejected. Ejected out of the second one. Okay, Meister, let's head north, head north. Hey, port side high, I'm coming down hard. Roger. Roger that. Gypsies are going north. Let's go down low on the deck. Unload 500 knots. Let's get out of here. Wait, do this. Les deux MiG abattus, le colonel Kadhafi accuse les États-Unis d'agression unilatérale. Il prétend que ces avions n'ont pas fait preuve d'agressivité et n'étaient pas armés. Les États-Unis plaident leur cause au Conseil de sécurité de l'ONU, produisant des agrandissements d'images vidéo prises par les Tomcat. Ces photos montrent clairement deux MiG-23 Flogger chargés de missiles armés. Ces événements, qui se terminèrent par un bain de mer pour les deux pilotes libyens, ne constituent pas la première expérience au combat des F-14. 8 ans auparavant, deux Tomcat avaient déjà abattu deux appareils libyens dans des circonstances similaires. D'où l'importance de l'expérience directe du combat et de l'entraînement. C'est ici, à Miramar, en Californie, que les pilotes de combat apprennent leur métier. Depuis plus de 20 ans, le Tomcat règne en maître au-dessus des mers. Et depuis des années, les meilleurs pilotes sont sélectionnés pour affûter leur savoir-faire à l'école navale du combat aérien, plus connue sous le nom de Top Gun. Les lieutenants Warren Christie et Rob Field sont instructeurs ici. Ces deux hommes sont eux-mêmes d'anciens élèves. Pilotes de haut niveau, ils transmettent maintenant leur savoir aux autres. Malgré les techniques de visualisation d'aujourd'hui, l'un des meilleurs instruments d'apprentissage reste encore le modèle réduit. La maquette verte représente un MiG-29 Fulcrum russe. La Russie ne fait désormais plus partie des pays considérés comme ennemis, et les pilotes de Tomcat s'entraînent maintenant à contrer les tactiques des pays comme l'Irak et la Corée du Nord. Le Tomcat est beaucoup plus gros que la plupart des avions tactiques modernes. Le seul appareil comparable en dimension, le Su-27 russe, est souvent simulé par les instructeurs aux commandes de Tomcat. Le balai de ces maquettes manipulées au bout d'une baguette de bois est loin de reproduire les effets déstabilisants et souvent physiquement pénibles de forces 6 fois et demi plus grandes que la gravité, courante en combat aérien. Pouvoir supporter de telles contraintes tout en anticipant la tactique de son adversaire et en effectuant calmement ses propres manœuvres est l'épreuve de vérité pour tout pilote de chasse digne de ce nom. Le combat aérien idéal, c'est le 1 contre 1.
Pourtant, l'entraînement Top Gun ne se focalise pas essentiellement sur ce cas de figure, bien souvent très éloigné de la réalité. Le scénario le plus plausible, c'est plutôt l'engagement à 2 contre 2, comme en Libye. Ou même 3 contre 2, ou encore 4 contre 4. Mais le type de combat le plus intéressant reste le 1 contre 1. Avion contre avion, le face-à-face entre pilotes. La routine essentielle de préparation au vol, les rapports d'entretien à lire attentivement, la vérification des répartitions de carburant n'occupent pas beaucoup de place dans la version hollywoodienne de Top Gun. Les instructeurs vous diront qu'il n'y a pas de Tom Cruise ici. Le film, c'était du pur Hollywood et on essaie de se dégager de cette image. Notre encadrement et tous les hommes qui passent par cette école sont beaucoup plus professionnels que ceux que vous avez pu voir dans le film. Ils connaissent sur le bout des doigts les réglementations de l'aéronavale. Ici, on considère que notre boulot, c'est d'enseigner à ceux qui enseignent. Un gars qui vient ici subit un entraînement en vol considérable, mais ingurgite aussi beaucoup de cours théoriques. Il aura fait beaucoup de progrès en quittant l'école, mais sa fonction principale est de revenir à son escadron ou dans la flotte et de transmettre aux nouveaux les tactiques et la théorie qu'il a lui-même appris ici. Warren et Rob font partie de l'élite des pilotes de chasse sortis de l'école Top Gun. Ce sont les meilleurs parmi les meilleurs. Les stagiaires de Top Gun sont les plus performants de toute l'aéronavale. Ils ont été recommandés par leurs officiers après quelques réussites au cours des exercices de la flotte et une bonne gestion des opérations les plus délicates. Pourtant, dans la communauté des F-14, le pilote n'est pas le seul responsable du succès des opérations en vol. Le RIO, officier radar et interception assis à l'arrière, joue un rôle essentiel lors de l'acquisition et du suivi de l'objectif. La bonne coordination entre pilote et RIO est vitale pour mener à bien les missions sur F-14. Malgré ce nécessaire travail d'équipe, la formation des pilotes de chasse est également axée sur la confiance en soi. C'est encore plus vrai des pilotes choisis pour l'entraînement Top Gun. Mais Miramar, c'est aussi une école de la modestie. Quand un stagiaire arrive en croyant être le meilleur du monde, ou quand son attitude est un peu fanfaronne, les gars vont le prendre à part et s'occuper de lui, surtout lors de la phase 1 contre 1. Il découvre alors rapidement qu'il a encore quelques petites choses à apprendre. Quelle que soit la confiance de l'élève en ses propres capacités, quand il sait qu'il ou elle va devoir affronter les meilleurs de la Navy et sera implacablement évalué, il est particulièrement concentré lors de la préparation du vol. Quand j'étais stagiaire ici, j'étais assez tendu. L'adrénaline commence à monter à partir du moment où on sait qu'on va affronter un instructeur. On sait qu'il va vous observer, vous juger. On a un sacré trac. Pour l'instructeur, l'anxiété avant le vol est plus ambiguë. La fonction a quelque peu atténué l'esprit de compétition. Il doit battre le stagiaire, non pour le seul plaisir de le battre, mais dans un but pédagogique. Il n'empêche que le désir de gagner est toujours bien ancré. À ce moment-là, je compartimente. J'ai déjà pensé à l'enchaînement de tactiques et à tout ce que je dois faire en l'air. Maintenant, je reprends tout étape par étape. Je vérifie mon équipement, je fais le tour de l'avion et je m'assure de bien suivre toutes les procédures pour que tout se passe bien. En l'air, j'exécute une à une toutes les choses auxquelles j'ai pensé pendant le briefing. Ça se rapproche beaucoup du moment où, dans un match de football, on quitte le vestiaire et on se dirige vers le terrain. C'est le même mécanisme de pensée. Avec un peu de trac, on se prépare au coup de sifflet et au début du jeu. Une fois en l'air, le pilote d'un F-14 dispose d'un avantage que très peu d'autres pilotes de combat possèdent. Il a une aile à géométrie variable. Il peut changer l'angle de la flèche par rapport au fuselage.
Les avions à aile fixe ont une enveloppe de paramètres établis à l'intérieur de laquelle leur fonctionnement est optimum. La voilure est donc de loin le facteur le plus déterminant. Un avion doté d'une aile à faible flèche et de grande surface manœuvre mieux à faible vitesse. Mais une grande surface à l'air compromet la vitesse. D'un autre côté, un appareil disposant d'une voilure à grand angle de flèche engendre une traînée plus faible, ce qui permet d'atteindre des vitesses beaucoup plus élevées. Mais les ailes très inclinées réduisent les possibilités évolutives de l'avion à basse vitesse. Pour un appareil, un bon comportement à faible vitesse est essentiel, car il doit pouvoir opérer à partir du pont d'un porte-avions. La différence entre réussite et désastre se mesure en dizaines de centimètres, et le salut du pilote ne tient qu'à une bonne agilité à basse vitesse. Mais pour intercepter les chasseurs ennemis, le pilote a besoin d'un avion rapide. Le pilote de F-14 dispose du meilleur compromis. Le Tomcat est le seul appareil opérationnel au monde équipé d'une voilure à géométrie variable automatique qui peut à la fois encaisser de fortes accélérations et changer assez rapidement de forme pour se conformer aux exigences capricieuses du combat aérien. L'équipage du Tomcat peut enchaîner les manœuvres de combat, car il sait qu'un ordinateur gère en temps réel la position optimale de l'aile. L'angle de la voilure peut être contrôlé manuellement, mais la plupart des équipages effectuent les exercices de combat avec le contrôle de géométrie en position automatique. Bon nombre d'instructeurs et de stagiaires de l'école Top Gun volent maintenant sur F-18 Hornet. L'avantage du Tomcat sur le Hornet est sa vitesse nettement supérieure et sa capacité à repérer et à détruire l'adversaire à grande distance. Le Hornet, lui, a l'avantage d'être plus petit et plus agile. Mais ce ne sont pas les différences de conception et le niveau des technologies mises en œuvre qui changent les priorités à la Top Gun. L'essentiel est la formation du pilote. Dans cette école, on perpétue une idée simple, dans la tradition des Rickenbacker et des Immelman. Ce n'est pas l'avion qui compte, c'est la manière de le piloter. Avant, on pilotait des A4 ici. Un avion très rudimentaire conçu dans les années 50. Et avant que les élèves ne deviennent efficaces aux commandes de leurs propres appareils, l'A4 était un adversaire redoutable parce que piloté par des gars extrêmement bien entraînés. À chaque fois, c'est la même chose. Ce n'est pas tant la machine dans laquelle se trouve le gars, c'est ce qu'il en fait, une fois dans le cockpit. S'il connaît son affaire et a des mains en or, comme on dit, même s'il est aux commandes d'un avion plus vieux ou moins avancé technologiquement, s'il sait se servir de sa machine, il gagnera. Un autre moyen de s'entraîner à affronter des situations réalistes est le simulateur. Nous sommes ici à la console de l'instructeur et nous allons maintenant faire passer un équipage en mission fictive. Nous sommes à bord du porte-avions et nous allons les catapulter pour une mission d'interception, puis ils iront mitrailler un navire, un terrain d'aviation, ils referont une interception et ils rentreront au bercail. Allons-y pour le lancement. Dans le simulateur, tout est fait pour recréer exactement l'activité du pont. Même l'officier des catapultes à la chemise jaune a son importance dans le programme. Même si cela ne paraît être qu'un petit détail sans importance, l'alignement du train avant sur le chariot de la catapulte doit s'effectuer rapidement et avec précision. Il est impossible de simuler véritablement un décollage sur porte-avions. L'accélération de 0 à 250 km/h en moins de 3 secondes est une sensation extraordinaire qu'on ne peut éprouver que lors d'un véritable catapultage. Maintenant, on va lâcher 2 ennemis là-dedans et Roach va devoir les affronter. On va voir s'il arrive à les intercepter et peut-être à les descendre. En pressant juste un bouton, l'instructeur peut décoller et décider d'attaquer le Tomcat.
Une liste apparaît. Ce sont les quelques avions russes, depuis le MiG-21 Fishbed jusqu'au S-27 Flanker. Pour cette simulation, l'instructeur choisit le MiG-29 Fulcrum. Les informations concernant les caractéristiques de vol du MiG, son armement, sa charge de carburant, sont incluses dans le logiciel. Lorsque la plateforme de vol est activée, la liste des MiG disparaît au profit d'un écran tactique. On peut maintenant suivre la position des deux avions. Les deux pilotes sont déjà en position de rencontre frontale. Les deux seules aides dont dispose l'instructeur sont l'indicateur tête haute devant lui et la grille tactique à sa droite. Les instructeurs du simulateur sont des pilotes de Tomcat, connaissant parfaitement les tactiques utilisées par les stagiaires assis dans la pièce à côté. Chaque fois que l'élève vire pour gagner l'avantage tactique, l'instructeur le contre. L'indicateur tête haute du stagiaire dans le cockpit du simulateur apparaît sur un large écran au milieu de la console. Avec cet instrument, il peut connaître la position et les informations concernant l'objectif, tout en continuant à visualiser l'horizon. Lorsque l'instructeur affronte le stagiaire, il contrôle également son indicateur tête haute pour localiser son objectif. Les deux avions se rapprochent maintenant à plus de 1600 km/h. La période la plus longue en combat aérien, simulé ou réel, est le temps mis pour atteindre l'instant où les appareils sont respectivement à portée de leurs missiles. À ce stade, les événements se déroulent rapidement. L'issue se décide généralement en quelques secondes. Les avantages du simulateur pour l'entraînement au combat aérien sont nombreux. On ne risque pas d'entrer dans une vrille impossible à contrôler, pas besoin d'entretenir l'avion, pas de consommation de carburant, et malgré tout, les tactiques employées sont les mêmes. Au cours du combat, l'opérateur de la console modifie son point de vue sur l'écran de visualisation. Il dispose maintenant d'une vision en 3 dimensions de l'affrontement. Les lignes qui partent des avions indiquent à l'instructeur la distance exacte entre les deux appareils. Chaque grille représente 260 km². Le MiG est maintenant à portée de vue. Le Tomcat effectue un virage à 6G et l'instructeur exécute une manœuvre d'esquive. Dans un combat aussi rapproché, l'arme la plus appropriée est généralement le missile Sidewinder à tête infrarouge. Pourtant, en lâchant une rafale avec son canon de 20 mm, le stagiaire s'essaye à une méthode d'attaque plus traditionnelle. L'instructeur parvient à éviter la grêle d'obus et continue juste devant le Tomcat. Le stagiaire décide alors qu'un Sidewinder s'impose pour achever le MiG. Il réussit à accrocher l'adversaire. Le missile représenté par une petite croix verte fonce directement sur le malheureux MiG. L'indicateur tête haute montre le reste. Une fois le travail réussi, le stagiaire doit encore terminer sa mission, à savoir se poser sur le porte-avions. La plupart des pilotes admettent que cette opération peut se révéler plus difficile que le combat aérien lui-même. Le stagiaire dégage. Autrement dit, il a raté les 4 filins d'arrêt et doit recommencer. Les instructeurs sont alors décidés à rendre la seconde tentative encore plus difficile. Le stagiaire ne va plus bénéficier d'un temps ensoleillé, mais d'une couverture nuageuse à 100 mètres, réduisant la visibilité. Pour corser encore les choses, les instructeurs décident de faire apparaître du brouillard. Pire que les nuages, il occulte la visibilité du pilote jusqu'au moment où il touche le pont. Pour compléter le tableau, les instructeurs ajoutent éclair et pluie. L'élève va devoir poser l'appareil en pleine tempête. « 1
Le navire tangue fortement et n'est qu'à peine visible. Le vent affecte la tenue de l'avion. Cet appontage par gros temps est un véritable cauchemar pour les pilotes de l'aéronavale. Mais le stagiaire peut se rassurer en se souvenant qu'il est dans un simulateur et non en train d'essayer de se poser sur un vrai porte-avions. Lorsqu'on retourne vers le navire et qu'on doit se poser par mauvais temps, on a un sacré trac. On bosse, on se concentre tellement qu'on ne sait même plus ce qui se passe autour de soi, jusqu'à ce qu'on touche le pont et qu'on s'arrête. Et là, on est vraiment content. Et quelquefois, on a les genoux qui tremblent et votre équipier est aussi en sueur que vous. Si les difficultés d'un appontage par gros temps sont évidentes, le pilote Brad Mack affirme que poser un appareil par beau temps n'est pas si simple. Aujourd'hui, c'était assez intéressant. Nous avons dû opérer avec des vents inhabituels. La mer était plutôt calme, pas beaucoup de vent, mais le navire génère son propre vent. Je le savais, mais j'avais oublié. À l'approche du bateau, un courant d'air vous plaque juste derrière le bâtiment. Il m'a en quelque sorte happé. Et j'étais plutôt surpris. Le pilote n'est pas le seul acteur lors des opérations d'appontage. L'approche délicate d'un avion jusqu'au filin d'arrêt est contrôlée et dirigée par le LSO, l'officier de signalisation d'appontage. Les LSO modernes sont les descendants de l'homme qui se tenait à l'arrière des bâtiments, dirigeant les avions avec un drapeau ou une raquette dans chaque main. Le LSO est un pilote expérimenté qui a fait ses preuves dans l'art délicat de l'appontage. Il a observé des milliers d'atterrissages et sait les apprécier. Chaque approche et appontage est noté et les pilotes sont ensuite débriefés. Sur la plateforme LSO des porte-avions modernes, la raquette a laissé place au pickle. Le pickle, tenu dans la main droite d'un LSO, est un bouton utilisé pour dire au pilote qu'il doit abandonner l'appontage. L'officier de signalisation d'appontage doit avoir une vue exceptionnelle. Beaucoup de LSO sont capables de repérer une déviation de 1,50 m de la ligne d'approche à près de 800 mètres de distance. Au tout début de l'approche, le LSO doit identifier la moindre dérive et aider le pilote à la corriger. Si le problème n'est pas repéré assez vite, les choses ne peuvent qu'empirer. Un des LSO doit surveiller le pont lorsque l'avion suivant est en approche. Une fois posé, il faut retendre immédiatement le filin. Avant cette opération, le prochain avion ne peut apponter. Un homme pour surveiller le pont, l'autre pour diriger l'avion qui arrive. La communication et la synchronisation sont essentielles. Si le filin n'est pas parfaitement retendu, il va dévier l'avion et les conséquences seront désastreuses. Il faut décider vite. L'avion est détourné et les circonstances sont évaluées par l'officier en chef. Celui-ci dispose de peu de temps pour cela. Les opérations sur porte-avions sont sans répit. Un autre appareil se présente déjà. Juste en dessous du pont d'envol, un homme suit de près les activités qui se déroulent à l'air libre. C'est le commandant Mike Galpin, le chef de l'escadron de combat 2-13. Ces hommes l'ont surnommé affectueusement Flex, car c'est un haltérophile passionné.
Ancien instructeur à la Top Gun, Flex est maintenant commandant du seul escadron de combat à bord de l'USS Lincoln. C'est le meilleur boulot de la Navy. On a beaucoup de privilèges. Tous les petits gars vous respectent et je ne parle pas seulement des équipages. J'ai 300 gars sous mes ordres. Je les appelle petits gars parce que ce sont encore des gosses. Je n'ai moi-même pas d'enfants parce que je dois m'occuper de ces 300 matelots et 38 officiers. Mais la responsabilité est énorme. En d'autres termes, quand tout va mal, le téléphone commence à sonner. Il faut répondre et expliquer pourquoi l'équipage a fait ceci ou cela, pourquoi les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mais quand on compare les privilèges et les responsabilités, ça reste quand même le meilleur boulot de la Navy. Les pilotes de F-14 ont un certain prestige. Ils forment le seul escadron de combat de tout le bâtiment. Au fil des ans, le Tomcat a acquis la réputation d'être le seul véritable avion de combat de l'US Navy. Une réputation qui n'est pas usurpée. En 1981, 2 Tomcats abattent 2 chasseurs libyens au-dessus du golfe de Sid. Presque immédiatement, des autocollants fleurissent sur les voitures dans tous les États-Unis. US Navy 2, Libye 0. 8 ans plus tard, 2 autres MiG libyens sont descendus par des équipages de Tomcat. Entre-temps, les Tomcats ont intercepté l'avion qui transportait les terroristes de l'Aquila Lauro et soutenu les forces américaines au Liban. Malgré le succès de la mission des Tomcats au Moyen-Orient, l'appareil n'était pas prévu pour affronter les chasseurs du colonel Kadhafi. Au plus fort de la guerre froide, la véritable menace pour l'US Navy venait des bombardiers à long rayon d'action soviétiques, les Tu-95BR. Avec leur autonomie phénoménale, ces bombardiers disposaient de gros missiles anti-navires à très longue portée. Les implications de ce genre d'attaque inquiètent la Navy. Ces puissants porte-avions deviennent très vulnérables. Apparaît alors le missile Phoenix. C'est un des plus gros missiles air-air du monde avec ses 60 cm de diamètre et ses 4 mètres de long. Son unique fonction à l'origine est la destruction des bombardiers soviétiques. Le F-14 Tomcat est conçu pour embarquer le Phoenix. C'est la raison pour laquelle l'existence même de tout le programme F-14 dépend de la réussite d'un essai qui a lieu un jour de novembre 1973. Au centre d'essai naval des missiles de Point Mugu, en Californie, 6 avions cibles sans pilote sont lancés de 6 points différents. Le Pentagone exige que tout nouvel intercepteur soit capable de détruire 6 objectifs au moyen de 6 missiles Phoenix. Une demande pour le moins difficile à satisfaire. Mais la Navy pense que si les Soviétiques attaquent un porte-avions, ils utiliseront une grosse formation de bombardiers. On estime qu'un porte-avions ne peut survivre à une telle attaque que si chaque intercepteur peut prendre en charge plusieurs cibles. Le missile Phoenix fonctionne selon plusieurs modes. À courte distance, il se transforme en un missile autodirecteur grâce à son petit radar de guidage. La charge est alors amorcée par un détonateur de proximité ou explose à l'impact. Le missile peut aussi fonctionner selon la technique du tirer et oublier. À longue distance, le missile est lancé, le moteur fusée s'allume et l'engin s'élève à plus de 24 000 mètres. À ce moment-là, il vole à plus de 4 fois la vitesse du son. Le moteur fusée s'éteint et le missile est alors livré à lui-même. Il redescend et utilise son énergie cinétique pour effectuer les dernières corrections en s'approchant de la cible. Dans le ciel de Point Mugu, chacun des 6 missiles se dirige vers la cible qu'on lui a attribuée.
Un par un, les redoutables Phénix pourchassent leur proie impitoyablement. Seul un des missiles est défectueux. Un seul équipage a traqué 6 objectifs et 5 ont été détruits. Le Pentagone est impressionné. Grâce à cette nouvelle capacité, un porte-avions peut se défendre d'une attaque de bombardiers soviétiques. Ce qui vaut au Tomcat le surnom de défenseur de la flotte. Lorsque le Tomcat entre en service, la marine soviétique curieuse cherche immédiatement à provoquer cet avion à la réputation établie. Partout dans le Pacifique, l'Atlantique Nord ou l'océan Indien, les bombardiers soviétiques jouent au chat et à la souris avec les porte-avions américains. Souvent, un bombardier BR Tu-95 survole directement la flotte américaine, comme pour tester ses défenses. Bien que leurs intentions ne soient jamais vraiment agressives, leur présence suffit à créer un branle-bas impressionnant. Le Tomcat n'est pas le seul acteur de la défense de la flotte. Le 2 Hawkeye joue un rôle essentiel. Il est chargé de trouver l'ennemi et de diriger les chasseurs. L'énorme bombardier Bear est facilement repérable. Le système d'alerte avancé du Hawkeye repère rapidement le bombardier à l'approche et informe tous les acteurs de ses mouvements. À des centaines de kilomètres de là, l'équipage du bombardier soviétique peut détecter le faisceau radar du Hawkeye. Ils savent qu'on les observe, mais ça ne les empêche pas de continuer à s'approcher de la flotte. Le Hawkeye surveille l'espace aérien sur des centaines de kilomètres dans toutes les directions. Deux Tomcats sont envoyés pour escorter leurs visiteurs russes. Malgré la fréquence de ces visites, chaque nouveau contact est incertain. La plupart des pilotes prétendent qu'à chaque fois, le doute subsistait. Et si ce n'était plus un jeu? Heureusement, pendant la guerre froide, les seuls boutons pressés au moment de ces rencontres étaient ceux des appareils photos de la Navy et des caméras des aviateurs russes qui prenaient des photos d'un ennemi inconnu. La mission de défense de la flotte impose des responsabilités spéciales. À la différence des avions d'attaque dont le rôle est d'effectuer des opérations planifiées, les intercepteurs doivent toujours être prêts à recevoir un visiteur imprévu. Au large de San Diego, les hommes et les femmes de l'escadrille d'attaque 2-13 continuent à se préparer contre toute menace envers l'escadre. L'escadron est actuellement en phase de mise en forme à bord de l'USS Abraham Lincoln. Cette mise en forme permet à toute l'escadre aérienne de travailler en coordination pour se préparer à une période active de 6 mois. Pendant cette phase, l'escadron de Tomcat participe à une variété d'exercices destinés à aiguiser les compétences. Au cours de ces manœuvres, les équipages vont tirer des missiles chargés. Au large des côtes de Californie du Sud, la Navy a délimité un champ pour l'entraînement au tir de munitions réelles. Pendant ces manœuvres, des avions sans pilote sont utilisés comme cible pour les missiles air-air. Pour un pilote de l'aéronaval, le tir de missiles réels représente le point fort de l'entraînement. On voit cet énorme missile d'1 million de dollars s'envoler devant son nez. C'est la fusée du siècle. Il monte à 15 000 mètres
et on regarde deux traînées blanches converger vers deux cibles. C'est la chose la plus impressionnante que j'ai jamais vue. Mais les missiles ne sont pas les seules armes à la disposition de l'équipage du Tomcat. Les vieux canons sont toujours couramment utilisés. En combat aérien, on tire de temps en temps au canon, soit en l'air, soit au sol. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est une sacrée tension. On tire sur des bannières, on a des balles traçantes par roulement. Ça défile à 6000 coups minute. Et on peut repérer les impacts sur la bannière. On essaie de placer le maximum de balles. Le canon, c'est exactement comme au cinéma. On voit les traçantes cracher devant soi. Le tir air-sol se passe dans le désert ou sur une cible traînée par un bateau. Le canon, c'est fabuleux, du moins pour le pilote. Pour moi, c'est la meilleure manière de descendre l'adversaire. L'utilisation du canon de 20 mm pour attaquer des objectifs au sol peut paraître un étrange passe-temps pour un pilote de chasse. Mais le canon et les bombes permettent aux équipages de Tomcat la qualification multimission, devenue indispensable du fait des restrictions budgétaires des années 90. Cette leçon a bien été apprise par les frères cadets du Tomcat, les F-18 Hornet. Depuis le milieu des années 80, le Hornet a acquis une solide réputation. C'est le plus moderne des avions multimissions à bord du porte-avions. La mission attribuée au Hornet consiste à pénétrer les défenses ennemies, attaquer sa cible et retour. Pendant l'opération Tempête du désert, le Hornet s'est montré efficace comme chasseur et comme bombardier. Quand les forces aériennes irakiennes ont disparu de la scène, les pilotes de Hornet se sont tournés vers les objectifs terrestres. Observant leurs camarades de bord en action, les équipages de Tomcat ont dû réévaluer leur capacité d'attaque au sol. Pendant les années 80, avant qu'on nous impose des missions air-sol, notre domaine, c'était uniquement la chasse. Mais le Hornet est arrivé, et surtout après ses succès pendant l'opération Tempête du désert, cet avion multimission a montré qu'il était vraiment le plus sophistiqué. Actuellement, avec la réduction des budgets, nous avons besoin d'un appareil capable d'effectuer à la fois les missions de bombardement et les missions air-air. Les gars des Tomcat ont mis un peu de temps à s'y mettre, mais maintenant, on emporte aussi la majorité des armements air-sol et nous sommes devenus, nous aussi, multimissions. On se voit un peu comme des grands C pour chasseurs et des petits A pour attaque au sol. Alors que les gars des Hornets se voient plutôt comme des petits C et des grands A. La vie d'un pilote de l'aéronaval n'est pas faite que de prestige et de gloire. 6 mois passés loin du foyer peuvent souvent, et c'est un euphémisme, réduire l'enthousiasme qu'on peut avoir pour ce métier. Il y a vraiment des jours, quand on est à mi-chemin de notre période en mer, où ce n'est pas facile. La mission dure 6 mois et on n'en voit pas la fin. On fait escale dans des ports vraiment sordides. Et les heures de vol deviennent parfois un peu monotones. Surtout quand on fait les escales du Sud. C'est vraiment la routine. On se dit qu'on aurait peut-être mieux fait de choisir un autre métier. Beaucoup de pilotes surnomment leur période en mer Groundhog Day, la journée marmotte, d'après un film dans lequel un météorologue vit la même routine jour après jour. Pourtant, la perspective de voler semble valoir le sacrifice.
Dans ce métier, on dépense une incroyable quantité d'énergie liée à toutes les choses différentes que nous faisons. Les appontages de jour comme de nuit sont incroyablement excitants. La nuit, particulièrement, c'est vraiment effrayant. Ça fait monter l'adrénaline. C'est la chose la plus incroyable qu'on puisse imaginer, accompagnée de frayeurs intenses. Mais on a des moments formidables. Les gens sont formidables, c'est génial. Décoller d'un porte-avions est un moment très fort qui soude les équipages et génère un puissant esprit de camaraderie. Une bonne coordination est essentielle. Si les deux personnalités s'entendent bien, c'est encore mieux. Nous sommes dans le même escadron depuis maintenant 2 ans. Nous sommes toujours dans des situations où l'intervention de l'un ou l'autre peut être une question de vie ou de mort. Je peux lui communiquer des informations qui vont l'engager à pousser les gaz ou faire autre chose d'essentiel pour nous permettre de nous poser correctement. Et je dépends entièrement du pilote et de son sens de la sécurité. On dépend étroitement l'un de l'autre et ça crée un lien vraiment solide. Dans la communauté des F-14, la coordination de l'équipage est tellement importante que nous sommes tous des amis. Le soir, on sort ensemble par groupe de 20, 25 personnes. On forme vraiment un groupe très soudé. En service depuis plus de 20 ans, le F-14 est aujourd'hui un des plus vieux avions de l'US Navy. Pourtant, pour un vétéran, vieux ne veut pas dire nécessairement fatigué. Évidemment, c'est un des plus vieux avions. Le F-18 et le F-14D, équipés du nouveau bus numérique, offrent pratiquement la commande de vol électrique. Une bonne comparaison serait d'assimiler le Tomcat à la cassette, alors que les nouveaux appareils s'apparentent au disque compact. Mais c'est un gros jet. Son radar est toujours très performant, il est fortement armé et peut aller très loin. Nous avons toujours la plus grande portée. Nous pouvons descendre des gars bien avant qu'ils ne puissent même nous voir. Nous avons de bons équipages. J'emmènerai cet avion n'importe où. À bord de l'USS Lincoln, une semaine d'entraînement intense touche à sa fin. Le porte-avions va maintenant rentrer à San Diego pour effectuer les derniers préparatifs avant sa période en mer. Pour les hommes et les femmes de Lincoln, la mission à venir est pleine d'incertitudes. Peut-être vont-ils devoir faire respecter un embargo ou interdire une zone de non-survol. Les événements des 6 mois à venir ne peuvent être anticipés. Mais ce qui est sûr, c'est que le pilote et son officier radar garderont un œil sur l'horizon.